Très bien, alors je crois qu'on peut commencer. Bonjour à tous et toutes et bienvenue à ce webinaire sur les objectifs de développement durable comme outil de transformation des communautés francophones. Je me nomme Kimberly Jean-Parent, j'utilise le pronom elle. Je suis la directrice du dossier de l'immigration francophone à la FCFA et c'est mon plaisir de nous donner notre aire de lancement pour ce webinaire. Je suis une femme noire, j'ai les cheveux en tresses et je porte une blouse jaune, donc une description visuelle pour ceux qui nous entendent mais ne me voient pas. Nous allons débuter avec un briefage technique. Ensuite, je vous présenterai notre animatrice, Orly Moulanga, qui prendra le relais pour entrer directement dans notre sujet. Alors, cliquez sur le bouton Paramètres audio à gauche de votre panneau de navigation Zoom pour vérifier les paramètres de vos haut-parleurs. Si vos haut-parleurs internes ne vous permettent pas d'entendre, vous avez la possibilité d'appeler avec votre téléphone. Cliquez sur Passer à l'audio du téléphone pour obtenir le numéro de téléphone de ce webinaire. Utilisez la fonction de clavardage pour interagir avec les autres participants et partager des commentaires ou des informations pertinentes. Si vous avez des questions tout au long de la session, nous vous encourageons à utiliser la fonction de questions-réponses, donc le Q&R pour les poser. Pour accéder à la fonction Q&R, recherchez dans la barre d'outils au bas de votre écran, cliquez sur l'icône Q&R. Si vous ne voyez pas cette icône, cliquez sur le bouton plus pour afficher toutes les options. Pendant le webinaire, vous pouvez utiliser la fonction lever la main pour indiquer que vous souhaitez prendre la parole ou poser une question. Cliquez sur l'icône lever la main située dans la barre d'outils et notre animatrice vous donnera la parole le moment venu. J'aimerais reconnaître que je me trouve présentement et les bureaux de la FCFA se trouvent sur le territoire non cédé de la nation algonquienne Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Soulignons en particulier le lien avec notre thème, que les premiers immigrants à arriver sur ces territoires ont tous été accueillis par les peuples autochtones. Donc, reconnaissons que nous faisons partie d'une longue tradition d'accueillir et partager les savoirs qui permettent de réussir ici. Les peuples autochtones ont un très grand respect pour la nature et les ressources naturelles et un grand intérêt pour la paix, l'égalité, l'équité et la justice sociale. Le gouvernement fédéral, d'ailleurs, les reconnaît comme partie prenante importante dans la réalisation des objectifs de développement durable. La FCFA reconnaît que les Algonquins sont les gardiens et défenseurs traditionnels du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous saluons leur longue tradition de respect de la nature et l'exploitation des ressources qui s'y trouvent de façon durable et nous nous engageons à défendre et à promouvoir la voix et les valeurs de notre nation hôte. La FCFA reconnaît aussi l'oppression historique exercée sur les territoires, sur les ressources naturelles et les premiers peuples de ce qui est appelé aujourd'hui le Canada. Et elle croit ardemment que les reconnaissances et la sensibilisation contribuent au processus de réconciliation, de régénérescence des ressources et de décolonisation que nous poursuivons ensemble. Je vous invite à partager dans le clavardage du webinaire la reconnaissance du territoire sur lequel vous vous trouvez présentement. Alors, pourquoi ce webinaire? En septembre 2015, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a adopté une feuille de route avec 17 grands objectifs universels à l'horizon 2030, donc l'agenda 2030. Ce programme des Nations unies pour le développement durable et ses 17 objectifs de développement durable constituent un appel mondial à l'action. Il vise à ne laisser personne de côté et à relever les défis les plus pressants de la planète, comme la pauvreté, les inégalités et les changements climatiques. Chaque pays s'est engagé à décliner les 17 objectifs de développement durable au niveau national et les gouvernements ont été incités à engager les acteurs locaux
à s'approprier ces objectifs. Donc, ce webinaire sera consacré à cet outil de l'ONU et à répondre à la question: qu'est-ce que les objectifs de développement durable? Comment pourraient-ils atterrir dans les communautés francophones et acadiennes pour un développement durable et inclusif? Et en termes d'objectifs de ce webinaire, bien, il s'agit d'amener les partenaires en immigration francophone à comprendre ce qu'est le développement durable et les objectifs de développement durable, prendre en compte les objectifs de développement durable dans l'élaboration de politiques, de programmes et de projets afin de promouvoir des communautés inclusives, prospères et durables. Je vais maintenant passer la parole à notre fabuleuse animatrice. Orly Moulanga est licenciée en droit et originaire de la RDC. Elle est une fervente défenseuse de la justice sociale et des droits fondamentaux. C'est une personne très dynamique et dotée d'une solide expérience dans la gestion de projets communautaires et elle a choisi de poser ses valises au Canada en 2020. Aujourd'hui, en tant que gestionnaire des opérations au réseau en immigration francophone de la Colombie-Britannique, Orly est passionnée par les synergies entre les communautés en situation minoritaire. Étant immigrante, elle œuvre activement pour renforcer le parcours d'intégration francophone en Colombie-Britannique. Déterminée, elle s'engage à tisser et valoriser les ponts entre ces diverses cultures, promouvant leurs valeurs et leur diversité. Merci beaucoup de votre écoute. Orly, à toi la parole. Merci beaucoup, Kimberly, et pour cette présentation. Alors, sans plus tarder, je vais aussi à mon tour commencer ce webinaire, si je peux le dire, en présentant nos panélistes. Alors là, je vais commencer par présenter tout d'abord Monsieur Sibi Bonfils, qui est consultant international en analyse systémique de durabilité. Et il est aussi président de Global Shift Institute et docteur ingénieur en électronique de l'Université des sciences et techniques de Lille en France. Il est professeur associé au département de sciences fondamentales de l'Université de Québec à Chicoutimi. Il a été directeur adjoint de l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie, actuel Institut de la francophonie pour le développement durable, un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur Sibi, on vous salue. Et je vais ensuite vous présenter le deuxième panéliste, c'est Monsieur Médétonouane Olivier Guédé, qui est titulaire d'une maîtrise en géographie et d'un DEA en environnement obtenu au Bénin et d'un doctorat en développement régional de l'Université du Québec à Chicoutimi, après un DES en éco-conseil et une maîtrise en gestion projet. Il totalise à nos jours plus de 10 ans d'expérience en gestion de projet, en développement local et en développement durable en Afrique et au Canada. Alors, Monsieur Guédé a un grand intérêt pour la francophonie et intervient à titre de personne ressource pour les renforcements de capacités dans le cadre du programme de l'OIF. Il est professeur associé aussi à l'Université du Québec à Chicoutimi et a rejoint l'équipe de la FCFA en 2021 pour assurer la coordination de l'appui aux 14 réseaux en immigration francophone au Canada. Monsieur Guédé, on vous salue. Et je vais enfin, notre troisième panéliste, c'est Madame Sonia Bellil, qui est passionnée par la promotion et la protection des droits fondamentaux. Elle a 7 années d'expérience dans le projet communautaire à travers le monde, avec un baccalauréat et une maîtrise en sciences humaines et sociales, lesquels qui lui ont permis de développer un intérêt particulier pour les innovations sociales. Alors, Madame Sonia s'est spécialisée en politique comparée et est engagée dans diverses initiatives liées à l'inclusion, la protection des droits fondamentaux et au développement durable. Elle s'épanouit actuellement à l'ACFO SDG en tant que directrice des opérations, prenant part à des initiatives percutantes avec une communauté riche et diversifiée.
Madame Sonia, on vous salue. Alors, pour ces webinaires, nous allons évoluer en 3 phases. La première phase consistera à découvrir le concept de développement durable. Ensuite, nous tenterons de comprendre l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable et nous finirons par les facteurs de blocage de la prise en compte du développement durable et des objectifs de développement durable. Et enfin, nous allons conclure. Alors, pour entrer dans le bain, et là, je vais me tourner vers nos panélistes, spécialement Monsieur Benetton One, car nous aimerions bien comprendre ce que c'est le développement durable. Monsieur Benetton One. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Pour répondre aux questions, je vais présenter la genèse et l'historique du concept de développement durable et la définition de ce que c'est, ses finalités, les différentes dimensions qui lui sont attribuées. Le concept de développement durable n'existait pas avant 72. Avant 1972, c'est un concept qui n'existait pas. La notion s'est forgée à l'international avec le concours de différentes circonstances. C'est à la faveur de la conférence de Rio en 92 que le développement durable a été institutionnalisé et défini comme étant un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc, la définition: un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. C'est ça la définition officielle du développement durable. 3 périodes ont permis la consolidation du concept. La première période va de 72 à 92. Ce fut une période charnière pour le développement durable. C'est à la conférence de Stockholm en 72 que le concept a vu le jour pour répondre à la question des ressources disponibles, de leur renouvellement, ainsi que par souci de justice sociale et d'efficacité économique. La publication en 72 du rapport Meadows intitulé « Hâte à la croissance » du Club de Rome a jeté les bases du développement durable. L'organisation des 3 premiers sommets de la Terre, respectivement à Stockholm en 72, au Kenya en 82 et à Rio en 92, l'élaboration d'un plan d'action de lutte contre la pollution, la gestion de l'eau, la création du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, et la Commission mondiale pour l'environnement et le développement ayant accouché du rapport Brundtland en 87 en sont les éléments majeurs. Pour les entreprises, l'Organisation de la coopération et le développement économique, OCDE, définit les principes de la responsabilité sociale des entreprises, qu'on appelle RSE. Donc, voilà un peu la première phase de maturation de ce concept qui va de 72 à 92. La deuxième phase va de 93 à 2012 et est faite de quoi? Sur la base des résultats de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 92, le développement durable a connu une évolution avec l'organisation des 4e et 5e sommets de la Terre. Un engagement international pour le développement durable est pris avec l'agenda et avec l'adoption, dirais-je, de l'agenda 21 composé de 27 principes. Différentes initiatives sont mises en œuvre pour la réduction des gaz à effet de serre, la gestion de la biodiversité et la lutte contre la désertification. Avec la RSE, le développement durable s'étend au palier sociétal en prônant une amélioration des conditions de travail dans les entreprises et leur implication à l'échelle locale. Mais 10 ans plus tard, au sommet mondial de Johannesburg en 2002, la déception affichée par le peu de progrès réalisés depuis 1992 persuade les participants d'y inclure des acteurs économiques, municipaux, etc. En 2012 est intervenu le sommet de Rio plus 20. Ça, c'est la deuxième période qui va de 1993 à 2012 et avec ce que je viens de présenter comme élément de contenu. De 2013 à nos jours, le concept a pris une autre tournure
Donc, avec le sommet de Rio+20 en 2012, le développement durable est demeuré une préoccupation mondiale. Comment faire avancer au-delà de 2015? L'action des Nations Unies en faveur du développement a été la question posée en 2012, qui a suscité un vaste processus de consultation ayant abouti au programme de développement des Nations Unies pour l'après 2015, avec 17 objectifs de développement durable ODD, objectifs sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure avec M. Sibi. L'année 2015 a été consacrée au sommet d'Addis Abeba sur le financement du développement durable et à la 21e conférence des parties, COP21, de Paris sur les changements climatiques. Différents acteurs sont ciblés pour l'opérationnalisation du développement durable au niveau mondial, international, régional et local. Il s'agit des États, des municipalités, des villes, des organisations internationales, des petites et moyennes entreprises, des toutes petites entreprises, des industries, des organisations non gouvernementales qu'on appelle communément ONG et des associations, des organismes de financement, et pour ne citer que ceux-là. Donc, en somme, on peut retenir du point de vue historique que plusieurs décennies ont permis la consolidation du concept de développement durable avec l'implication de différents partenaires, dont les acteurs à l'échelle locale. Trois dimensions sont unanimement reconnues quand on parle de développement durable avec des éléments de contenu très précis. La dimension économique permet de répondre aux besoins matériels des individus et des collectivités, ainsi qu'à l'autonomie financière. La dimension sociale permet de répondre aux besoins sociaux et aspirations individuelles et collectives, aux besoins de santé, de bien-être et de qualité de vie. La dimension environnementale, quant à elle, permet de répondre aux besoins de qualité du milieu naturel et de pérennité des ressources, à la réduction des relations entre l'humain et la nature. Plusieurs autres dimensions se sont ajoutées par la suite, dont la gouvernance. Je peux aussi compléter que le développement durable repose sur plusieurs principes, dont la participation, le partenariat, la précaution, la responsabilité, la coopération et la transparence, la bonne gouvernance, l'engagement volontaire et la mobilisation de différents types de savoirs et d'expériences. Aussi, une multitude de définitions gravitent autour de celle de Brundtland que je viens de présenter tantôt, avec différentes conceptions et tournant autour de trois idées majeures: la responsabilisation des organismes, des entreprises et des individus en faveur de la conservation et de la protection de la nature, une approche intégrant la croissance économique avec l'humain au cœur du développement, l'équité et la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Avec toutes ces considérations, on peut conclure, je vais terminer avec ça, que le développement durable est un construit social en réaction aux dégâts environnementaux et aux inégalités socio-économiques. C'est un projet de société, un idéal, une nouvelle conception du développement, un cadre de référence, une démarche pour les actions de développement axées sur des valeurs humanistes. Il est articulé autour de différentes dimensions pour réconcilier l'économie et l'environnement avec une reconnaissance de la dimension sociale et de la diversité culturelle. Donc, voilà en réponse à ta question, qu'est-ce que le développement durable et comment est-ce que le concept est né, ce que je voudrais partager au cours de ce webinaire à travers, disons, ce panel. Merci beaucoup, Madame Mori. Merci beaucoup. Avant de me tourner vers Monsieur Sibi pour savoir s'il a un complément à ce que Monsieur Médétonouane venait de nous présenter tout à l'heure, je demanderai juste aux panélistes d'intervenir en tenant compte de nos interprètes qui nous aident avec l'interprétation de signes à ralentir. Moi-même aussi, je veux faire un effort parce que naturellement, j'ai tendance à parler rapidement. Alors, Monsieur Sibi, je me retourne vers vous pour savoir, est-ce que vous avez des éléments de complément à ce que Monsieur Médétonouane venait de nous dire tout à l'heure? Votre micro, Monsieur Sibi. Votre micro, Monsieur Sibi, on ne vous entend pas.
Merci, Madame la Ouais. Présidente. Oui, en fait, il y a l'aspect opérationnalisation, peut-être du développement durable, sur lequel Médéton est très bien intervenu, mais qu'il serait intéressant de préciser dans la mesure où une série d'outils ont été mis au point au cours du processus qu'il a évoqué. Le premier de ces outils, par exemple, c'est l'agenda 21, qui a été adopté à Rio et qui a permis d'engager un processus d'opérationnalisation tant au niveau des pays qu'au niveau, euh, qu'au niveau national, qu'au niveau local. Madame la Présidente, je suis dans la bonne direction là par rapport à... Oui, 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 vous ok. avez 5 minutes, oui. Euh, alors, donc, c'est ça. Au-delà de l'agenda 21, ensuite, on a lancé, euh, on a fait le bilan de l'agenda 21, comme cela a été indiqué, et cela a amené la partie économique du monde à regarder dans une autre direction, permettant de mettre en œuvre de façon plus opérationnelle le développement durable. Et ils sont venus avec les objectifs du millénaire pour le développement. Et l'analyse qui en a été faite et l'analyse qui a été faite de la mise en œuvre de la mise en œuvre du développement durable au niveau de Rio, pardon, à Johannesburg, a fait apparaître que les OMD en soi ne sont pas suffisants et que la mise en œuvre n'a pas permis non plus d'avancer. La mise en œuvre de l'agenda 21 n'a pas permis d'avancer. Et ils ont proposé que chaque pays se dote de ce qu'ils ont appelé de stratégie nationale de développement durable. Et les pays ont commencé à construire des stratégies nationales de développement durable. Mais par ailleurs aussi, les entreprises ont été amenées dans le cadre de Global Compact, dans le cadre d'ISO 26000 qui ont été mises au point, à prendre leur part et à prendre une part active à la mise en œuvre du développement durable. Parmi les particuliers, les universitaires notamment, et des outils qui ont été mis au point, par exemple, en ce qui concerne la chaire en éco-conseil de l'Université de Québec à Chicoutimi, elle a mis au point ce qu'il a appelé une grille d'analyse de développement durable, qui lui permet d'évaluer la durabilité d'un plan, d'un programme, et donc de s'assurer bien que quand on met en œuvre le projet, le plan ou le programme, on réalise effectivement le développement durable. Donc, c'est un ensemble d'outils de cette nature-là qui ont été mis au point au fur et à mesure pour petit à petit opérationnaliser le développement durable. Il y en a d'autres dont on peut parler. S'il y a des questions, on pourra y répondre. Merci beaucoup, Monsieur Sibi. Et là, je suis en train de regarder Madame Sonia pour savoir un peu si elle peut aussi partager son expérience. Comment êtes-vous arrivé au développement durable au niveau de votre organisme, l'ACFO, SDG? Si vous pouvez nous en dire quelque chose. Merci messieurs, merci Harley. Tout d'abord, j'aimerais remercier tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Fait que ça me fait beaucoup plaisir d'être avec vous. Merci. Dans le fond, pour comment est-ce que l'ACFO SDG est arrivé au développement durable, c'est une question qui me plaît énormément, mais que je trouve très difficile à répondre. Euh, moi, c'est une déformation professionnelle, c'est comme ça que je le décris beaucoup. Très tôt, dans mon expérience professionnelle, j'ai été amenée à travailler avec des mécanismes internationaux, de gouvernance internationale ou locale pour répondre à l'agenda 2030. Et j'ai développé cet intérêt particulier pour la création de mécanismes intégrés dans des cadres opérationnels. Quand je suis arrivée à l'ACFO SDG, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un feu vert complet de la part de la direction générale pour mettre en œuvre ces mécanismes-là. Donc, j'ai beaucoup étudié la planification stratégique de l'ACFO, les réalités de notre communauté ici et de la région. J'ai eu la chance d'avoir de très belles conversations avec de nombreux acteurs locaux et j'ai réalisé qu'il y avait énormément de développement durable qui se faisait de plusieurs manières différentes, parfois des manières des entreprises qui étaient très
inspirantes dans la démarche qu'ils avaient pour répondre à l'agenda 2030, sans réellement réaliser qu'ils rentraient complètement dans le cadre ou dans certaines des cibles qui ont été mentionnées par mes copanélistes. Donc, nous, à la QSDG, ça a été d'abord un travail de fond, de connecter les points, de réarticuler les réalités communautaires, le glossaire communautaire au glossaire des ODD pour essayer justement de gagner en cohérence, puis permettre à l'organisme d'avancer, d'opérationnaliser en réponse aux objectifs de développement durable. Donc, réellement, le travail a commencé il y a 2 ans de manière structurée, mais moi, j'aime à dire que les organismes communautaires qui ont, et je vais me permettre de le faire sans prétention aucune, tous les organismes qui visent à pérenniser leur communauté font du développement durable. Et je pense que ça, c'est un commun au côté communautaire et je pense qu'on peut se permettre de dire qu'on l'a toujours fait. Merci beaucoup pour ton intervention, Madame Sonia. Alors là, je vais me retourner aussi en direction des participants pour recueillir quelques questions s'il y en a, de pouvoir les mettre dans le clavardage ou d'élever juste la main et puis on vous donnera la parole pour poser votre question. Nous avons 5 minutes si nous pouvons le consacrer à des questions pour cette première partie, pour cette première phase sur ces différents concepts de développement durable. Est-ce qu'il y a des questions? En entendant des questions dans les clavardages. Oui, Monsieur Sibi, vous avez quelque chose à rajouter? Je pourrais compléter au niveau des outils. Les ODD sont des outils qui ont également été développés pour opérationnaliser le développement durable. Ils viennent un peu compléter les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, qui eux étaient orientés spécifiquement sociales, ayant très peu pris en compte les dimensions définies tout à l'heure, dimension environnement et dimension économique vers la prospérité. Donc ça, les OMD en soi ont été un outil d'opérationnalisation avec l'agenda 2030 dont je vais parler plus loin, qui lui aussi est venu pour aller plus loin que n'a pu aller l'agenda 21 et les OMD. Donc, c'est un outil d'opérationnalisation. Merci beaucoup pour cet apport, M. Sibi. Moi, j'avais une petite question là à vous poser, panélistes. Je ne sais pas qui répondra à cette question. C'est de savoir quelles sont les autres dimensions de développement durable. Est-ce qu'il y a d'autres dimensions de développement durable auxquelles que nous devrions savoir? Je lance la question à vous. Je pourrais répondre très rapidement, Orly, si tu permets. J'avais parlé tantôt de 3 dimensions, la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. C'est autour de ces 3 dimensions-là qu'il y a quand même l'unanimité. Quand on parle de développement durable, pour les spécialistes du développement durable, quand on dit dimension de développement durable, c'est premièrement à ces 3 dimensions-là qu'on pense. Mais au cours des réflexions, on qualifie le développement durable, on le qualifie souvent de concept polysémique parce que c'est un concept sujet à différentes interprétations. Il y a des outils et c'est cette polysémie-là qui fait aussi la force du concept. Il y a des gens, des chercheurs qui ont estimé que se limiter à 3 dimensions ne rentre pas en profondeur par rapport à certains éléments importants quand même pour promouvoir la durabilité. Et certaines dimensions ont été éclatées. Je prends par exemple la dimension sociale. Elle a été éclatée et a donné naissance à la dimension éthique du développement durable et à la dimension culturelle du développement durable qui est très important pour l'OIF, la francophonie. Et la dimension éthique vise à répondre aux besoins d'équité, de cohérence et d'identification des valeurs communes. Quand je prends la dimension culturelle, elle vise, disons, à répondre aux besoins d'affirmation, d'expression, de protection de la mise en valeur de la diversité des traits culturels. C'est très important. Entre-temps, c'était noyé dans la dimension sociale, mais
certains sont allés sortir, disons, ces éléments culturels de la dimension sociale et en ont fait une dimension à part entière qu'on appelle la dimension éthique. En dehors de la dimension culturelle, il y a la dimension gouvernance qui s'est aussi ajoutée et qui vise à répondre à des besoins de participation, de démocratie et de transparence, ainsi que l'efficacité des institutions. Ça, c'est la dimension gouvernance qui en parle. Une autre dimension qui s'est ajoutée, c'est la dimension territoriale, qui vise à répondre à des besoins d'infrastructures, d'identité collective et territoriale et d'adaptation des actions au contexte local. Donc voilà, en dehors des 3 dimensions classiques, les 4 dimensions qui sont ajoutées et qui font leur petit bonhomme de chemin. Monsieur Sibi vient de dire tantôt que la chaire en éco-conseil a développé un outil pour analyser les politiques, les stratégies, les programmes. Ces 7 dimensions sont prises en compte au niveau de ces outils-là pour voir un peu en quoi une intervention, en quoi un projet, en quoi une politique ou une stratégie prend en compte les exigences du développement durable en ce qui concerne ces différentes dimensions. Donc, voilà un peu ce que je peux donner comme réponse à ta question. Merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole à M. Sibi qui a levé la main tout à l'heure, j'ai une question qui vient là, c'est quel intérêt pour les organismes communautaires de s'intéresser aux ODD? Ou quels sont les avantages pour les organismes communautaires de s'intéresser justement à la question des objectifs de développement durable? Alors, je passe à M. Sibi, si vous pouvez compléter et tout en répondant aussi à cette question. Alors, et peut-être que Mme Sonia pourra aussi rajouter. Merci Madame la Présidente. Ce que je voulais amener au niveau des différentes dimensions, bien entendu, il y a toutes les dimensions qu'a évoquées Médé Tongwa. Il se trouve que dans le cadre justement de l'agenda 2030, les Nations Unies elles-mêmes sont allées au-delà des 3 dimensions sur lesquelles ils ont centré d'ailleurs tout l'agenda 2030. Ils ont apporté ce qu'ils ont appelé la dimension paix. La paix étant vue comme le socle sur lequel on doit construire le développement. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et sans développement, il n'y a pas de paix non plus. Donc, ils ont considéré que la question de la paix, elle est centrale et il faut l'intégrer dans les processus de mise en œuvre de notre développement pour être certain que ce socle-là, il est bien fixé, il est bien défini. L'autre élément qu'ils ont amené, c'est le partenariat. D'ailleurs, pour ces 2 éléments-là, la gouvernance, bien entendu, mais la paix et le partenariat qui doit être fort entre tous les humains sur la planète pour être certain qu'on va dans la même direction, qu'on a les mêmes préoccupations, qu'on veut atteindre les mêmes objectifs et qu'on met la main ensemble à la pâte pour aller vers ces objectifs-là. Ils ont considéré que c'était aussi important. Donc, voilà, c'est un élément qui a. Maintenant, pourquoi les communautés? Je pense que Mélie est mieux placée que moi. Pardon, je ne suis pas Mélie. Laissez-moi voir, oui, c'est ça? Mélie est mieux placée que moi pour y répondre. Mais ce qu'il faut dire à ce stade-là, c'est que ces agences-là sont aussi des acteurs de développement. Et en tant que tels, ils font partie des parties prenantes et ils doivent jouer leur rôle. Merci. Merci. Madame Sonia, vous avez à rajouter par rapport à cette question de savoir quels sont les avantages pour les organismes comme les vôtres, comme les autres organismes qui existent, de pouvoir s'intéresser à cette question? Oui, c'est une conversation pour moi, c'est plus qu'une question. Je pense qu'elle offre énormément d'opportunités, cette question. Donc d'abord, merci. Quel intérêt? Je pense que plutôt qu'un intérêt, il faut y voir le sens même de l'agence communautaire, son rôle même. Monsieur Sibi et Médé Tongwa l'ont bien décrit. Tous les mécanismes qui ont amené à penser les objectifs de développement durable sont réfléchis pour une opérationnalisation. On a mandaté les différentes souverainetés à agir en ce sens, mais c'est la société civile qui peut porter et amener les résultats. C'est eux qui sont les
indicateurs de réussite. C'est eux qui sont les porteurs, les instigateurs d'innovation. Puis ça, c'est le propre de nos agences communautaires dans nos régions, où qu'on soit, dans le fond. Mais si je dois m'adresser aux agences communautaires, je pense que c'est notre propre, c'est inhérent à notre rôle. Et je pense que les objectifs de développement durable nous offrent une opportunité de structurer ces avancements-là, puis ce rôle qu'on joue au niveau du développement durable. Ou au niveau du développement de nos communautés. On a des contributions qui sont faites auprès de nos communautés qu'on dessert, quelle que soit la taille de notre organisme. Je vais parler un petit peu de l'ACFOSDG. Pour nous, c'était important de réfléchir à quels sont les besoins pour notre région, de quelle manière on peut s'assurer d'entretenir notre rôle de leader et de desservir notre communauté au mieux. La collaboration, comme l'a très bien dit Monsieur Sibi, l'objectif 17, c'est un objectif qui est transversal aux objectifs de développement durable. Et nous, ben, on est très sensibles à ça, puis on travaille directement avec nos organismes locaux et on structure notre avancement, on mesure notre impact, on monitore le développement de notre communauté au travers ou par influence des objectifs de développement durable. Ça nous permet de ne pas manquer des éléments importants de notre communauté. Ça nous permet de tendre l'oreille dans des régions ou dans des éléments, donc des objectifs auxquels on ne penserait pas initialement. Je pourrais donner un exemple. Un programme jeunesse culturelle sur lequel on travaille depuis de nombreuses années. On fête ses 10 ans cette année à l'ACFOSDG. C'est le programme Là, le mort de rire, où en offrant une influence de la part des objectifs de développement durable, on a été en mesure de penser plus loin, d'aller plus loin grâce au programme, de développer le programme, de développer sa structure pour le rendre plus pérenne, mais aussi pour le transformer en vecteur de développement pour la jeunesse, mais pour la communauté francophone élargie aussi. Fait que je pense qu'il y a plus... Les intérêts sont difficiles à lister. Je pense qu'ils sont aussi nombreux que les opportunités pour des organismes communautaires d'agir directement dans le développement de leur communauté. Mais je pense que c'est ça, il y a tout un travail, et je pense que j'aimerais ça qu'on puisse l'aborder aujourd'hui. Il y a tout un travail de sensibilisation et de vulgarisation des objectifs de développement durable. C'est pour ça que je pense que le CFA a créé toute une plateforme et une opportunité qu'il faut multiplier à travers la francophonie. C'est de vulgariser, de sensibiliser, de transmettre une éducation plus populaire au niveau des objectifs de développement durable pour permettre aux organismes de les adopter et d'être sensibles à ça dans la manière dont ils opérationnalisent puis ils gèrent différentes activités. Alors, merci beaucoup pour ces interventions. C'est tellement passionnant, ces sujets. Et donc, après cette exploration, si je peux le dire, une mise en contexte de ces concepts de développement durable, alors revenons maintenant, c'est vrai que nous avons commencé déjà à en parler des objectifs de développement durable qui sont venus avec l'agenda 2030. Pour nous aider à encore mieux comprendre, j'aurais quelques petites questions à poser à nos panélistes. Là, je vais, pour une vingtaine de minutes, laisser la parole à Monsieur Sibi pour nous expliquer un peu, parce qu'on a entendu, l'a entendu parler de l'agenda 2030. C'est quoi l'agenda 2030? Pourquoi l'agenda 2030? Et que devons-nous comprendre par objectif de développement durable? Monsieur Sibi, je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, effectivement, voilà les 3 questions auxquelles il m'a été demandé de répondre. J'ai été tenté d'inverser la première et la deuxième question, vous comprendrez, mais finalement, j'ai laissé les choses dans leur ordre, en partant donc d'abord, qu'est-ce que l'agenda 2030? Bon, l'appellation officielle, c'est le programme de développement durable à l'horizon 2030. C'est comme ça que les Nations Unies l'ont appelé. Et on commence à s'habituer maintenant à la terminologie agenda 2030 pour le développement durable. Il a été adopté en 2015 par les 193 pays membres des Nations Unies. Il a été conçu comme un plan d'action pour l'humanité, la planète et la prospérité. Pour les planificateurs qui sont avec nous, ben un plan, ça prend une vision, ça prend des valeurs et des principes, ça prend un cadre de résultats et ça prend des moyens de mise en œuvre. Et les chefs d'État et de gouvernement qui ont adopté donc l'agenda 2030 ont voulu que ce soit vraiment un plan auquel tous les pays du monde
tous les acteurs de développement, quels qu'ils soient, ONG, individus ou autres, les banques de développement, tous ces acteurs-là, pour qu'ils s'associent dans la même vision, qu'ils aient les mêmes valeurs, les mêmes principes, ainsi de suite. Alors, je vais rapidement, Madame la Présidente, s'il vous plaît, quand je me mets à parler, je ne m'arrête pas. Rappelez-moi là à l'ordre pour que je reste dans les temps. En ce qui concerne la vision, je vais vous dire les mots des chefs d'État, tels que les chefs d'État l'ont énoncé, c'est la vision d'un monde sans pauvreté, sur la voie de la paix, de la prospérité, de l'égalité des chances pour tous sur une planète en bonne santé où personne n'est laissé de côté. Voilà la vision de ceux qui ont adopté l'agenda 2030 et qui ont voulu qu'on travaille dessus. Maintenant, les valeurs et les principes. Les principes et les valeurs partagés sont ceux de la Charte des Nations Unies, que beaucoup de gens connaissent, mais enfin, qui ne sont pas connus peut-être, mais en tout cas, les Nations Unies ont été bâties sur une charte, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains, pardon, attention, des droits humains, où on dit tous les hommes naissent égaux. Voilà, c'est clair, c'est écrit, donc c'est ces principes-là qui doivent être respectés. Les 27 principes issus de la conférence de Rio, Rio 92, qu'évoquait tout à l'heure Médé Tongwa, qui disent que nous avons, en tant que pays, les mêmes responsabilités, mais ces responsabilités sont différenciées. On n'a pas les mêmes moyens d'action, mais on est certain qu'on est responsable de notre monde. Principe de précaution qui est connu aussi, l'universalité. Tous ces éléments-là font partie des valeurs et des principes sur lesquels a été bâti l'agenda 2030. Le cadre de résultats, l'agenda 2030, c'est ce qu'on appelle, ce qui s'appelle communément les 5 P, c'est-à-dire planète, prospérité, population, paix, partenariat. Donc, qui sont des éléments par rapport auxquels on doit mesurer les résultats qu'on a atteints. Est-ce que les résultats vers lesquels on est en train d'évoluer respectent la population, c'est-à-dire les aspects sociaux, remplissent les objectifs sociaux? Est-ce qu'ils respectent l'équilibre, la planète, pardon, ensuite donc la protection de l'environnement, la protection de la planète? Est-ce qu'ils vont dans le sens de la prospérité? Donc, les résultats doivent aller dans cette direction-là. Et puis, le partenariat ensuite, comme autre cadre de résultats, c'est les fameux 17 ODD qui fixent 169 cibles. Les ODD définissant quel développement nous voulons. On veut faire du développement, mais ce n'est pas n'importe quel développement. Donc, les ODD définissent assez clairement et précisément le type de développement qu'on veut. Et les cibles disent de façon chiffrée, avec des dates, où on doit être à l'horizon 2030. Donc, c'est ça aussi, le cadre de résultat. Et puis, le problème qui s'est posé tout le long du processus de mise en œuvre de l'agenda 2000, l'autre agenda, l'agenda 21, quand on a fait le bilan, on s'est aperçu qu'on a péché au niveau de la mise en œuvre. On a péché au niveau des moyens dont on s'est doté pour faire cette mise en œuvre. On a péché au niveau du suivi-évaluation. On s'est contenté de mettre en œuvre sans regarder en arrière où on va. Et ça a conduit donc les chefs d'État et de gouvernement à exiger qu'on définisse très clairement la façon dont on met en œuvre l'agenda 2030. Et vous verrez, chacun des ODD, des objectifs de développement durable, comporte ce qu'on appelle un objectif moyen de mise en œuvre. Et puis, il y a un objectif, un ODD spécial, l'ODD 17, comme vous le disiez tout à l'heure, Belil, qui, lui, est consacré spécialement à la façon dont on doit mettre en œuvre le développement durable. Et en dernier lieu, le cadre de suivi-évaluation. C'est une question importante. Il faut avoir la capacité de mesurer ce qu'on fait, de s'assurer qu'on va dans la bonne direction et sinon de corriger pour revenir dans la bonne direction. Donc, on a défini les cibles, mais aussi des indicateurs qui vont permettre de faire cette mesure. Et puis, tous les ans, les chefs d'État et de gouvernement et puis les ministres et autres acteurs se réunissent à New York pour regarder ensemble, ça s'appelle le forum politique de haut niveau, au cours duquel on examine, voilà, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on est en train d'aller, donc où on oblige chacun et chaque pays à rendre compte de ce qu'il est en train de faire chez lui.
Donc, voilà, ça c'est le cadre de résultats tel qu'il a été défini. Alors, le deuxième point, pourquoi l'agenda 2030? Alors, je commence d'abord par vous dire que le processus d'élaboration de l'agenda 2030 a été lancé à l'issue du sommet Rio+20, qui est un sommet au cours duquel les chefs d'État ont fait le bilan de 20 ans de mise en œuvre du développement durable, depuis Rio 1992 jusqu'à Rio+20, donc 20 ans après. Ils ont fait ensemble le plan, donc plutôt là, le bilan de la mise en œuvre du développement durable. Okay? Et les constats qu'ils ont faits leur ont conduit à suggérer qu'on mette en œuvre un programme qu'ils ont appelé, enfin qui s'est appelé par la suite l'agenda 2030, qui va répondre aux besoins pressants que les chefs d'État et de gouvernement ont, le besoin de renouveler leur engagement politique. Alors, et ils écrivent ça très clairement dans la déclaration qu'ils ont adoptée à cette occasion. La déclaration s'appelle « L'avenir que nous voulons ». Et dans l'avenir que nous voulons, qu'ils ont adopté à Rio+20, c'est-à-dire en 2012, ils précisent les termes de cet engagement en 4 points. 4 points. D'abord, reconnaître que l'élimination de la pauvreté est le plus grand défi auquel le monde doit faire face aujourd'hui et qu'elle est un préalable indispensable. Donc, l'élimination de la pauvreté est un préalable indispensable au développement durable. Ensuite, ils veulent réaffirmer les principes, les plans d'action passés et surtout s'engager à les appliquer. Médétongois a évoqué la conférence de Stockholm, la conférence de Rio, toutes sortes de conférences sur le financement aussi, et ils ont fait une série de déclarations, et ce qu'ils disent, c'est qu'ils s'engagent à appliquer tous les engagements qu'ils ont pris, et donc le plan qu'ils vont mettre en œuvre doit leur permettre d'appliquer et de mettre en œuvre tous ces engagements qu'ils ont pris. Ensuite, le bilan qu'ils ont fait aussi montrait qu'on allait dans toutes les dimensions, qu'il fallait cette fois-ci, avec ce nouveau plan, renforcer l'intégration des dimensions du développement durable, renforcer la mise en œuvre, renforcer aussi la cohérence entre les acteurs et les politiques qu'on met en œuvre. Et puis, en 4e lieu, impliquer encore plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent, ce qu'ils ont appelé les grands groupes, les différentes parties prenantes. Si on suit le processus de conception et de mise en œuvre du développement durable, au départ, c'était les États et les chercheurs. C'est à Rio qu'on a emmené un tout petit peu de société civile, et puis l'agenda 2030 affirme que la société civile, les grands groupes, font partie intégrante du processus de conception, de réflexion, d'analyse et même d'évaluation des activités qui sont conduites par les États. Je peux peut-être donner, je ne sais pas où j'en suis là de mon temps, donc quand ils disent qu'ils veulent réaffirmer les principes, les plans d'action passés et s'engager à les mettre en œuvre pleinement, ils parlent donc des 27 principes de Rio, ils parlent de l'agenda 21, ils parlent du plan de mise en œuvre de Johannesburg qui a été adopté à l'issue du sommet de Johannesburg en 2002, où ils ont fait un premier bilan aussi de la mise en œuvre du développement durable. Il s'agit aussi des plans d'action régionaux. Par exemple, l'agenda 2063 pour l'Afrique fait partie de ce que les chefs d'État considèrent qui doivent être mis en œuvre. Et puis, les engagements de nature économique, les conventions sur l'environnement, conventions sur la biodiversité, conventions sur le climat, mais aussi conventions sur les oiseaux migrateurs. Il y a toutes sortes de conventions. Toutes ces conventions sur lesquelles ils ont pris des engagements, ils considèrent qu'ils doivent les mettre en œuvre. Un autre élément que j'aimerais évoquer aussi, renforcer l'intégration des dimensions du développement durable, renforcer la mise en œuvre. Ils se sont aperçus avec le bilan qu'il y a 2 courants antagonistes qui ressortent de la réalisation du développement durable.
le courant économique avec les ODD, qui est centré sur le social, et puis le courant dit développement durable, qui parle surtout écologie et qui s'affrontait plus ou moins sur la scène mondiale. Et ce qu'il voulait que l'agenda 2030 fasse, c'est qu'il réconcilie ces deux courants-là, et puis surtout qu'il complète la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement qu'ils ont adoptés initialement en 2000. Okay? Le bilan fait apparaître aussi qu'ils ont fait à Rio+20 des insuffisances dans la mise en œuvre, dans l'allocation des moyens de mise en œuvre et dans le suivi et évaluation. Et ce qu'ils voulaient, c'est que l'agenda 2030 permette de corriger ces insuffisances. Alors, vous voyez, c'est ça un peu à quoi doit servir l'agenda 2030. Et puis maintenant, j'en viens aux objectifs de développement durable, le troisième et dernier point qui m'a été demandé. J'espère que je suis encore dans le temps. Ces objectifs. Vous avez 5 minutes. 5 minutes. Oui. Bon, OK. Ces objectifs sont au nombre de 17. Ils décrivent l'avenir que nous voulons et fixent les 169 cibles à atteindre pour réaliser cet avenir. Et dans cet avenir, il n'y a pas de pauvreté et de faim. Les inégalités sous toutes les formes sont réduites. Tout le monde a accès à une éducation de qualité, à de l'eau propre, à l'assainissement, à de l'énergie propre. L'économie est prospère et profite durablement, équitablement à tout le monde. La planète est préservée et les ressources sont gérées de façon durable dans le respect de l'équité intergénérationnelle et intragénérationnelle. Les ODD tirent avantage des OMD tout en comblant leurs insuffisances, comme par exemple leurs aspects positifs étant qu'ils sont simples à comprendre, qu'ils sont chiffrés et qu'ils ont un deadline au bout duquel on doit le réaliser. Les aspects négatifs des OMD sont qu'ils ne couvrent pas toutes les dimensions du développement, ne sont pas universels et ne sont réservés qu'aux pays en développement. Et les ODD, les objectifs de développement durable, sont simples et leurs cibles sont chiffrées et définies dans le temps. Les ODD couvrent de façon équilibrée les trois dimensions du développement durable, le social, l'économique. Les ODD 17 et 10, du 16 et 17 ajoutent dans l'architecture une dimension gouvernance et une dimension partenariat. J'aimerais aller vers, il me reste deux aspects que je voulais aborder. C'est d'abord la structure des ODD. Cette structure-là, elle est la même pour tous les ODD. D'abord, il y a le logo, le slogan. Fin zéro. C'est juste ça. Moi, je peux mettre ça sur une pancarte et me présenter devant mon chef d'État et dire, vous vous êtes engagé à New York qu'en 2030, fin zéro. Où est-ce que vous en êtes? Donc ça, c'est le slogan. Ensuite, chaque ODD comporte une formulation. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition, ainsi de suite. Ensuite, chaque ODD comporte deux types de cibles. Des cibles dites opérationnelles et des cibles dites moyens de mise en œuvre. Voilà, les cibles opérationnelles, par exemple, pour le même ODD, d'ici 2030, éliminer la faim et faire en sorte, ainsi de suite. Okay? Cible moyens de mise en œuvre, accroître grâce au renforcement de la coopération et ainsi de suite. Donc, on dit quels moyens on met en œuvre avec les 6 moyens de mise en œuvre pour réaliser l'objectif. Et puis, chaque ODD comporte une série d'indicateurs, des indicateurs pour les cibles opérationnelles et les indicateurs pour les moyens de mise en œuvre. J'aimerais conclure mon propos avec quelques-uns des principaux apports de l'agenda 2030 et des ODD. D'abord, il fixe le cap. Où est-ce que nous allons? Et ce cap est chiffré. Okay? D'ici 2030, nous allons dans le sens d'un monde plus juste, plus vert, où personne n'est laissé de côté. Alors, les 169 cibles et les 232 indicateurs déclinés aux échelles mondiales et locales définissent le cap de façon précise. Voyez? Ensuite, deuxième élément, l'agenda 2030 et les ODD donnent à l'ensemble des acteurs de développement un programme universel qui définit les gestes à poser pour construire le monde idéal. Tous les pays de la planète, et pas seulement les pays en développement, tous les acteurs de développement
internationaux, nationaux et locaux, et pas seulement les États, sont concernés. Troisième élément, il crée un langage commun. L'agenda 2030 et les ODD créent un langage commun, une véritable langue de travail qui permet à tous les acteurs de travailler ensemble dans la même direction. La construction des partenariats solides, tels que définis par l'ODD 17, passe par ce jargon particulier, ce jargon commun et cette communauté linguistique. Donc, on a la même langue, on parle la même langue, on sait de quoi on parle. Donc, on ne diverge pas. Et puis, quatrième et dernier élément, l'agenda 2030 et les ODD définissent un cadre holistique qui force les acteurs à agir de façon équilibrée sur l'ensemble des facteurs de développement. C'est ça le gage pour créer la prospérité en assurant le bien-être des populations et le respect des écosystèmes sans laisser personne de côté. Voilà, Madame la Présidente, ce que j'avais à dire sur ce point. Merci beaucoup, Monsieur Sibi. Là, je me retourne vers Monsieur Guédé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les ODD sont opérationnalisés au Canada et précisément par IRCC? Merci beaucoup, Orly. Je vais demander à la technique d'afficher encore les 17 ODD là, pour que je puisse illustrer mes propos par un certain nombre d'éléments. Comme M. Sibi l'a dit, vous avez là les 17 ODD. Il y a un visuel qui permet de les identifier, de les comprendre. L'ODD numéro 1, on ne voudrait plus de pauvreté sur cette terre, c'est ambitieux, mais il faut qu'on fasse des efforts pour en arriver là. Il est indigne qu'avec tout ce que nous avions comme richesse aujourd'hui sur cette terre, on parle encore de pauvreté. Dans certains pays, les gens en ont à manger, mais dans d'autres pays, les gens souffrent encore de pauvreté. La fin aussi, c'est l'objectif 2. Fin zéro, c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour 2030. L'ODD 3, c'est la santé, le bien-être de la population. L'ODD 4, ça parle de l'éducation de qualité. Il ne faut pas s'éduquer pour s'éduquer. Il faut que cette éducation soit quand même une éducation de qualité. L'ODD 5, qui doit concerner un peu les organisations qui font la promotion de l'égalité des sexes, et est très éloquent par rapport à cette ambition-là, égalité entre les sexes. L'ODD 6 nous parle de l'eau propre et de l'assainissement dans certaines localités. L'accès à l'eau constitue aussi une problématique et les questions d'assainissement constituent aussi des problématiques, surtout dans les villes, par rapport auxquelles il faudra réfléchir. Quand vous prenez l'ODD 7, c'est les questions d'énergie qui sont là et des questions énergétiques avec un coût abordable. Comment accéder à des énergies de qualité, des énergies moins polluantes. L'ODD 8 nous parle du travail décent et de la croissance économique. L'ODD 9 nous renseigne un peu sur l'innovation et les infrastructures et les industries. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'avec les industries, l'innovation et les infrastructures, nous parvenons au développement durable comme cela se doit. Et l'ODD 10 nous parle aussi des inégalités réduites. L'ODD 5, c'est l'égalité entre les sexes. Et l'ODD 10 nous parle des inégalités qu'il faut réduire pratiquement sur tous les plans. L'ODD 11 nous met, nous rentrons de plein pied dans les villes pour voir un peu comment avec les villes, nous pouvons avoir des villes, des communautés, des villes et des communautés durables. Et l'ODD 12 nous parle de consommation de production responsable. Et 13 nous parle des inégalités, des mesures pour la lutte contre les changements climatiques. Tout le monde subit aujourd'hui de plein fouet les effets des changements climatiques, que vous soyez dans les pays pauvres ou dans les pays développés. Nous constatons ici au Canada que nos hivers sont de plus en plus rudes. On a des canicules pendant l'été par rapport auxquelles il faut agir pour réduire les émissions de GES. On a des feux de forêt. On n'a pas oublié, disons, la tragédie du Yukon qui a amené à vider, disons, certaines localités au niveau de ce territoire. L'ODD 14 nous parle de la vie aquatique, l'ODD 15, la vie terrestre, et l'ODD 16, paix, justice et institutions efficaces, et enfin l'ODD 17 qui est transversal, comme l'a dit Sonia, qui parle un peu du partenariat pour la réalisation des objectifs. Donc, voilà un peu à quoi ressemblent les 17 ODD.
qu'est-ce qui se fait au Canada pour répondre, disons, dans le cadre de la mise en œuvre du programme PNE 2030 et les ODD? Le Canada fait pas mal de choses en lien avec le programme 2030 et les ODD. De façon précise, le pays dispose d'un document de stratégie intitulé Stratégie nationale du Canada pour le programme 2030, aller de l'avant ensemble. Ce document établit une approche pour, d'abord, dans un premier temps, accélérer le progrès en vue d'atteindre les ODD au Canada et, dans un deuxième temps, contribuer à les atteindre à l'échelle internationale. Donc, le Canada œuvre aussi bien pour la réalisation des ODD à l'interne sur le territoire canadien et aussi à l'externe, c'est-à-dire au plan international. Tous les gouvernements, que ce soit le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les gouvernements territoriaux, les municipalités et les autochtones sont appelés à l'action pour promouvoir le programme 2030 en s'occupant des priorités comme l'amélioration des résultats sur la santé, la réduction de la pauvreté, l'élimination de l'insécurité alimentaire, un meilleur accès à l'éducation et les efforts pour améliorer tous les autres aspects visant à assurer un environnement durable et sain. Les actions pour assurer plus d'inclusion et d'égalité sont essentielles pour l'atteinte de ces ODD au Canada, et précise le document. C'est particulièrement le cas pour les Canadiens racisés et les groupes marginalisés ainsi que les personnes en situation de vulnérabilité. D'abord, je tiens à remercier quand même la FCFA pour son engagement sur les différentes initiatives développées face à cette cause-là, la lutte contre les inégalités, les personnes racialisées et vulnérables. La stratégie, donc, responsabilise aussi les autochtones, les organisations de la société civile, les entreprises, les institutions de recherche, qui ont chacun une partition à jouer, avec 5 objectifs tournant autour des concepts de leadership, les concepts de sensibilisation, de partenariat, de participation, de réconciliation. Kimberly, dans sa reconnaissance du territoire, a abordé cet aspect. Le Canada est conscient de la chose et a prévu un objectif en lien avec la réconciliation. Et beaucoup de choses se font d'ailleurs pour corriger cette injustice, pour réparer cette injustice qui a été causée au peuple, avec les peuples autochtones. L'investissement. Il a été prévu également un système de suivi et évaluation en 30 indicateurs permettant de mesurer le progrès. Et voilà un peu ce qui se fait ici au Canada pour la réalisation des ODD. Ensemble, le gouvernement du Canada contribue à la réalisation des objectifs de développement durable par le dialogue, la participation et la collaboration. Un plan de mise en œuvre pour le programme 2030 existe et responsabilise, disons, pour chaque ODD, les ministères. Qu'est-ce qui revient de façon concrète à IRCC? IRCC hérite et doit contribuer à la réalisation de l'ODD 5, qui parle un peu de l'égalité entre les sexes, l'ODD 8, travail décent et croissance économique, l'ODD 10, les inégalités réduites, l'ODD 16, paix, justice et institutions efficaces. Et qu'est-ce qui se fait de façon concrète? Je ne sais pas si les agents IRCC sont ici, pourront nous dire, pourront nous éclairer pour qu'on comprenne un peu par rapport à ces ODD-là et qu'est-ce qu'ils font de façon concrète. Donc voilà, on lit ce que je voudrais dire, présenter comme initiative au niveau du Canada en ce qui concerne la réalisation du programme 2030 et des ODD. Merci beaucoup. Madame Bellil, est-ce qu'en 10 minutes, vous pouvez nous dire comment les objectifs de développement durable sont opérationnalisés au niveau de votre organisation, LACFO? Oui, je vais essayer. Je vous expliquais plutôt tout à l'heure de quelle manière on s'est amené aux objectifs de développement durable puis à cette sensibilisation-là. L'étape qui a suivi tout de suite, c'était de l'intégrer à la fois dans la gouvernance, vraiment dans la structure de l'organisation. Fait que tout le programme, donc c'est maintenant une partie intégrante de notre mission, de nos valeurs, de notre vision. Ça fait partie de notre planification stratégique également. Le développement durable est vraiment transversal à l'ACFO. Il part du cadre de gouvernance et il va jusqu'à l'opérationnel. La manière dont on l'a intégré
structurellement, c'est qu'on en a fait un lien entre la théorie, donc la gouvernance, et l'opérationnel, donc la pratique, la mise en application. Les étapes qui ont été importantes pour nous de suivre et qu'on continue de suivre encore maintenant ont été mentionnées par Medetton One tout à l'heure. C'est à peu près la même chose pour nous. C'était très important de travailler sur l'éducation continue, sur l'innovation, d'être constamment dans l'innovation pour continuer de développer, de créer des opportunités pérennes. Faire un suivi très, très rapproché avec des évaluations continues, du reportage aussi de la redevabilité. C'est essentiel pour un organisme qui est sainement géré. On travaille sur la planification communautaire. Donc, cette année, on a une planification stratégique communautaire qu'on prévoit et dans laquelle on prévoit intégrer l'engagement aux objectifs de développement durable. Et puis, il y a tout l'aspect évaluation des besoins, sensibilisation, éducation qui vraiment correspond au lien qu'on entretient avec la communauté. Ça, c'est vraiment des étapes et la manière dont on l'approche. La manière dont on le met en application, donc je vous expliquais, c'est un lien entre la gouvernance et le cadre opérationnel. Nous, ce qu'on a décidé de faire, ce qu'on a changé à l'ACFO, c'est que maintenant, on a des volets d'activités. Donc, on a réconciliation et vérité qui touche à toute la programmation et tous les engagements, les démarches que l'ACFO entreprend pour arriver aux réconciliations et vérité avec les communautés traditionnelles de notre territoire. Ensuite, on a diversité-inclusion qui est de fait plus à point ici, qui touche vraiment à tous nos programmes liés ou relatifs à l'immigration et à la diversité dans notre communauté, son rayonnement ou la célébration, pardon. On a réconciliation et vérité, diversité et inclusion. On a jeunesse humour qui correspond à notre programme LOL Mort de rire, qui est un programme provincial, mais qui maintenant se développe à travers le Canada et potentiellement aussi au niveau international. Donc, ce programme-là constitue un volet tout entier. On a ensuite le développement économique communautaire qui correspond à plusieurs de nos initiatives relativement à l'entrepreneuriat ou des engagements au niveau du développement économique, des services qu'on fait auprès d'autres organismes communautaires, par exemple. Et puis, on a programmation. Donc ça, c'est tout ce qui touche à la programmation récréative, culturelle et artistique. Donc, c'est tout ce pan-là sur la sécurité linguistique, l'identité culturelle qu'on veut vraiment promouvoir au niveau de la francophonie. Donc, on a ces 5 volets-là qu'on a décidé d'articuler et pour lesquels, à la fois nos champs d'action qui correspondent à notre engagement envers l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et les objectifs de développement durable sont complètement transversales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volet qui peut se développer sans prendre en compte tous les objectifs de développement durable, ce qui nous amène à saisir toutes les opportunités qui se présentent. C'est-à-dire que dès qu'on prévoit de mettre en œuvre un projet, mettons, je pourrais prendre un exemple, Carrefour Immigration Crossroads, quand il s'agit de construire, de structurer ce programme d'accueil et de référencement pour les nouveaux arrivants et les personnes vulnérables dans notre communauté, il a été question de réfléchir en amont de quelle manière ce programme pourrait être périn, durable, mais aussi être un vecteur de pérennité pour notre communauté et créer de nouvelles opportunités. Alors, comme on l'a décrit tout à l'heure pour les objectifs de développement durable, l'objectif 17 était central pour la création de ce programme. Il a été important, essentiel, je dirais même, de réunir tous les partenaires, les acteurs communautaires et autres, parce que dans ce projet-là, c'est ce dont on est réellement fiers, puis c'est un symptôme de réussite pour nous, c'est un indicateur de réussite, c'est qu'on a réussi sur ce programme à réunir des acteurs privés, des acteurs municipaux et gouvernementaux et des acteurs communautaires. Vraiment, on a essayé de recréer la société civile et de la réunir au mieux qu'on le pouvait pour la représenter au mieux qu'on le pouvait au travers du programme. Donc, on répond aux besoins, on évalue les besoins en continu et on structure le programme comme il est. Ensuite, on a passé en revue les différents objectifs. Moi, ce que j'aime faire pour vulgariser les objectifs de développement durable, c'est de parler du wedding cake, le gâteau de mariage. Donc, on a la base, c'est l'environnement, et ensuite, on a les 2 layers au-dessus qui doivent bien tenir en équilibre pour avoir un beau mariage. On a le développement social, puis on a le développement économique. Ce qui est transversal, c'est nos beaux mariés qui entretiennent ce beau gâteau, c'est l'objectif 17 qui est du partenariat. On l'a réfléchi de cette même manière, le programme. Carrefour Immigration Crossroads, quand on l'a pensé, on s'est dit, qu'est-ce qui peut faire qu'au niveau environnemental, on ne soit pas une entrave?
étant donné qu'il ne s'agit pas de notre mission directe, il ne s'agit pas non plus de promouvoir quelque chose qui sort de nos sentiers à nous au niveau structurel. Pour nous, c'est pas de réfléchir à comment on peut promouvoir l'environnement au travers de Carrefour Immigration Crossroads, mais ici, la pensée et la mécanique, ça a été de penser de quelle manière on peut s'assurer de ne pas devenir une entrave, un défi à la gestion environnementale. Donc, c'est assurer que tout notre programme, tous nos programmes, toutes nos structures soient pas la promotion d'un défi qui pourrait continuer de se développer dans la communauté contre la préservation environnementale. Par exemple, nous avons créé une friperie gratuite qui permet d'aider tout de suite les personnes vulnérables gratuitement et les nouveaux arrivants en leur offrant des objets de première nécessité. Mais on s'est assuré que cette friperie soit un circuit sain et puis respectueux de l'environnement. Donc, on s'assure de réutiliser reuse, repurpose and recycle. Je m'excuse pour mon latin pauvre, mais l'idée, c'était vraiment de s'assurer que ce soit un circuit qui soit propre et sain. Ensuite, on a pensé au développement social. Quelles sont les opportunités, quels sont les défis dans notre communauté? On les a pris en considération. Par exemple, on a une crise du logement. Il était important pour nous de réunir et de s'impliquer dans des comités et auprès des partenaires qui agissent directement au niveau du logement pour s'assurer que notre programme ne soit pas une entrave et puis qu'ils puissent saisir les opportunités sans nécessairement réduire ces opportunités-là. Donc, contribuer à développer des opportunités tout en saisissant celles qui sont pertinentes. Puis ensuite, il y a le développement économique. Donc, on s'assure de contribuer à la dynamique économique de notre région. Donc là, on a rajouté un élément employabilité et accès à l'emploi dans le programme Carrefour Immigration Crossroads. C'est vraiment la démarche qu'on a prise et c'est la manière dont on le fait pour chacun de nos programmes. On a pris les objectifs de développement durable, on les a vraiment englobés, on a englober l'organisme avec les objectifs de développement durable. On a nos champs d'action, puis c'est ce qui nous permet, c'est ce qui amène des filtres pour nous permettre d'opérationnaliser. La raison pour laquelle c'est important pour nous de fonctionner de cette manière, c'est que ça nous permet à la fois d'avoir une démarche d'évaluation, de monitoring qui est saine et régulière, mais en plus de ça, qui nous permet dans le processus de continuer d'évaluer les besoins et de continuer d'avoir, de créer des ressources. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas être dans une dynamique de consommation des ressources, mais OK, on va saisir ou développer une ressource, puis on va la rendre pérenne. S'assurer que les générations qui vont suivre puissent continuer d'entretenir ça. Une réalité, puis tout à l'heure, on parlait de l'intérêt pour des organismes communautaires d'avoir les objectifs de développement durable. Une des plus grandes réalités d'un organisme communautaire, c'est le financement. On est limité, on crée une opportunité pour notre communauté et puis on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Je pense notamment à des projets. On a des bailleurs de fonds qui nous offrent des projets spéciaux qui sont limités dans le temps. Comment est-ce qu'on fait quand on est un organisme qui dessert une communauté élargie et diversifiée et qui est limité à la fois par un engagement aux objectifs de développement durable et puis un engagement envers son bailleur de fonds pour s'assurer qu'il y a un mariage entre les deux et que tous les projets qui sont mis en œuvre ne sont pas un épuisement des ressources, mais au contraire, la création de nouvelles opportunités pour la communauté et le développement de la communauté de manière pérenne. Eh bien, on s'assure de regarder, nous, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on les marie les deux, puis de cette manière, ça nous permet d'aller chercher des projets spéciaux qui peuvent s'entretenir dans la communauté. La collaboration, c'est un élément central. Le fait de réunir de nombreux acteurs, c'est de permettre à un programme d'être encore plus pérenne. Donc, j'espère que j'ai perdu personne, on va le voir dans les questions, mais vraiment, pour résumer brièvement et pas prendre trop de temps, c'est vraiment la manière dont on pérennise. Et je pense que ce qu'il faut vraiment, vraiment retenir, ce qui est important pour nous, c'est la démarche. Je sais qu'on a des partenaires à nous qui nous le disent des fois, mais c'est rendu tellement compliqué quand on rajoute les objectifs de développement durable, c'est encore une autre couche de choses qu'il faut intégrer dans le cadre. Nous, ce qu'on dit, c'est vraiment la démarche qui est entreprise par rapport à ça. Est-ce que vous cherchez à pérenniser les ressources? Est-ce que vous cherchez à développer et vous êtes sensible aux différents défis qu'il peut y avoir? Le fait d'avoir une planification stratégique communautaire, ça aide. Le fait d'avoir des objectifs de développement durable, ça aide. Parce que ça crée un cadre, ça crée un monitoring qui réduit l'impact opérationnel, mais qui aide à s'assurer que justement le cadre opérationnel continue d'être performant, effectif et pertinent. Merci beaucoup, Madame Sonia. Et je vais, pendant les 10 minutes là qui courent, essayer de prendre quelques questions des participants. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le clavardage.
et afin que nos panélistes puissent répondre. Jusque-là, je n'ai pas encore de questions dans le clavardage, mais j'aimerais savoir, là, c'est une question que je lance encore à nos panélistes. Je ne sais pas qui va répondre à cette question. C'est de savoir est-ce qu'il y a des autres documents disponibles au Canada pour opérationnaliser les objectifs de développement durable? Merci beaucoup, Madame Moulenga, pour cette question. J'avais présenté tantôt la stratégie nationale du Canada pour le programme 2030, mais ce document vient avec, disons, une panoplie de documents. Le Canada dispose d'un programme de financement des objectifs de développement durable. Il y a aussi un document intitulé Carrefour des données liées aux objectifs de développement durable et aussi un document d'information pour permettre quand même à l'ensemble des Canadiens de comprendre un peu ce que c'est que le programme de développement durable à l'horizon 2030. Et il y a un plan de mise en œuvre du gouvernement fédéral. C'est de ce plan-là que chaque ministère a une responsabilité en lien avec chaque ODD, avec un mécanisme de suivi et évaluation. Et également, le Canada fait, disons, sa reddition de compte aux Nations Unies parce que le dispositif du programme permet à ce que, de façon périodique, chaque pays passe aux Nations Unies. On appelle ça forum politique de haut niveau. Chaque pays présente un peu les résultats et les avancées obtenues en ce qui concerne les ODD, partage ses expériences avec les autres pays en ce qui concerne, disons, la mise en œuvre de ce programme-là. Donc, l'examen national volontaire du Canada est consigné dans un document et disponible. Ils ont également au niveau fédéral un document de politique d'aide internationale féministe pour le Canada. Donc, voilà un peu quelques documents disponibles qui montrent quand même l'intérêt du gouvernement fédéral par rapport à, disons, ce programme-là. Au niveau des municipalités, des entreprises et des organisations de la société civile, il y a aussi beaucoup de choses qui se font documenter par le gouvernement fédéral et partagées, disons, à l'international et aussi avec les Canadiens. Il y a une dernière question, c'est quels sont les 5 objectifs du gouvernement canadien pour le programme 2030 et les ODD? Ces objectifs ont été définis dans le document de stratégie dont j'avais parlé tantôt. L'objectif 1, comme je l'ai dit, les 5 objectifs tournent autour d'un certain nombre de concepts. L'objectif 1 vise à encourager le leadership, la gouvernance et la cohérence des politiques en lien avec les ODD. L'objectif 2 permet d'accroître la sensibilisation, la mobilisation et les partenariats par rapport à l'agenda, au programme en 2030 et aux ODD. L'objectif 3 tourne autour de la responsabilisation, de la transparence des mesures et production de rapports. L'objectif 4 parle de la réconciliation avec les peuples autochtones et le programme 2030. Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour que la réconciliation soit une réalité en ce qui concerne les communautés autochtones. L'objectif 5 nous parle un peu des investissements dans les ODD. Quelles sont les ressources qu'il faut injecter dans chaque ODD pour améliorer, pour atteindre les objectifs de ce programme-là et pour le mieux-être des communautés canadiennes. Donc, voilà à quoi ressemblent un peu les 5 objectifs déclinés dans ce document de stratégie. Merci, Monsieur Médé-Tonouane. Je ne sais pas s'il y a un autre panéliste qui voudrait rajouter quelque chose. Oui, Monsieur Sibi. Vous êtes en mute. Vous êtes en mute, Monsieur Sibi. Vous êtes en mute, Monsieur Sibi. Monsieur Sibi, on ne vous entend pas. C'est ça. OK. Voilà, je dis Médé-Tonouane est mieux placé que moi pour parler du Canada, de ce que fait le Canada. Mais ce que j'aimerais juste apporter, c'est que les Nations Unies ont un site qui est très bien fait, sur lequel on peut trouver tous les documents, beaucoup de documents sur les ODD,
sur ce que c'est, sur ce qui s'est fait de par le monde, sur les outils même de leur mise en œuvre. Les Nations Unies aussi, toute la collection des examens, des rapports d'examens nationaux volontaires, comme celui qu'a fait le Canada. Le Canada est à son 2e examen national volontaire, je crois. Mais tous ces rapports sont réunis sur un site. Ça peut être un endroit où on peut aller pour se comparer aux autres. Donc, on peut aller chercher de l'information là-bas ou alors trouver le rapport national de son propre pays pour voir ce qu'il a fait, comment il a fait, où il va. Donc, c'est juste ça que j'aimerais apporter comme information à ce stade-là. Merci beaucoup pour ces informations qui nous outillent, au fait. Alors, comme je disais, après toutes ces informations sur les objectifs de développement durable et l'agenda 2030 proposé par les Nations Unies, et malgré la vulgarisation, et il est constaté beaucoup de partenariats, des partenaires, pardon, qui encore aujourd'hui hésitent à se jeter dans l'eau. Alors, nous nous posons la question de savoir c'est pourquoi ce blocage, pourquoi ces derniers ne veulent pas ou bien hésitent à pouvoir à se lancer dans le développement durable ou à exploiter ces thématiques ou à utiliser justement ces outils que nous donnent les ODD. Je vais passer la parole à Monsieur Guédé s'il peut nous en dire quelque chose. Quels sont les facteurs de blocage de la prise en compte des développements durables, du développement durable dans les organisations, dans les entreprises, dans les pays et les portes d'entrée? Monsieur Guédé, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? Merci beaucoup, Madame Orly. Le développement durable et les ODD ne sont pas opérationnalisés pour diverses raisons, malgré toute la vulgarisation et tout ce qui est mis sur la table comme documents d'information, les outils pour l'opérationnaliser. Le DD, le développement durable, et les objectifs de développement durable ne sont pas opérationnalisés pour différentes raisons. D'abord, le manque d'informations sur le développement durable, les ODD et leur intérêt. Beaucoup méconnaissent l'existence du développement durable et des ODD ou ne savent pas que ce sont des outils qu'on peut utiliser pour aller de l'avant. À cause de l'ignorance, les gens confondent développement durable. Quand on en parle, les gens pensent que nous parlons environnement, ce n'est pas eux qui ont pollué la planète et ils n'ont rien à cirer, ce n'est pas leur problème. Le manque d'informations sur l'appropriation du concept fait que beaucoup ne s'y plongent pas. Deuxième raison, c'est le manque d'accompagnement. Certaines personnes ou bien certains organismes ne savent pas comment s'y prendre. Quand bien même ils ont l'information, comment utiliser les outils dans la planification, la mise en œuvre, le suivi, évaluation et la reddition de comptes, c'est un peu difficile pour certains organismes, certaines entreprises. Donc, le manque d'accompagnement fait que le pas vers le développement durable ou bien le pas vers les ODD est un peu difficile. Le troisième élément, la troisième raison souvent évoquée, c'est le manque de conviction. Une fois convaincu, une bonne opérationnalisation du développement durable passe par une ressource à l'interne ou sollicitée pour démystifier un peu le concept. Ceci permet, disons, une bonne compréhension, disons, et la définition de stratégie d'opérationnalisation. Et la stratégie d'opérationnalisation du DD et des ODD, pour être efficace, devrait, de mon point de vue, passer par l'implication des employés ou des autres parties prenantes qui pourraient être associées dans la prise en compte du concept. Un plan avec des objectifs et un échéancier vraiment réaliste et éviter de vouloir aller trop vite tout en misant sur l'amélioration continue. Il faut comprendre qu'on peut aller au développement durable en apprenant de nos erreurs, en faisant des petits pas. Et aussi avoir une vision à long terme et permet quand même d'aller au développement durable et aux ODD sans difficulté. Aussi, le manque d'intérêt par rapport au développement durable et aux ODD est dû à la façon dont les concepts sont abordés. Avec les entreprises,
la porte d'entrée du développement durable devrait être l'amélioration de la rentabilité, la réduction des coûts et l'accroissement du bénéfice pour l'entreprise. Quand vous cognez à la porte d'une entreprise avec, disons, ces finalités, vous allez tout de suite l'amener à mordre à l'hameçon et aller au développement durable parce que c'est des aspects un peu sensibles pour l'entreprise. Ils sont là pour leur rentabilité, ils sont là pour réduire un peu les coûts et ils sont là pour se faire du bénéfice. Donc, si on l'aborde comme ça avec les entreprises, on arrive à capter leur intérêt et à aller de l'avant avec ces deux concepts. Avec les municipalités, ce n'est pas la même chose. Quand les élus comprennent que le développement durable et les ODD leur permettront d'améliorer le cadre de vie, d'améliorer le niveau de vie et les conditions de vie des populations pour une qualité de vie dans leur municipalité ou ville, ils embarquent très facilement parce qu'ils sont là pour ça, ils ont été mandatés par la population pour ça. Pour les pays, la lutte contre la pauvreté, le problème ne se pose plus en tant que tel parce qu'ils étaient tous aux Nations Unies, ils ont adopté un peu le programme. Et au niveau des pays, ce n'est pas pour autant difficile, mais ça ne va pas comme on l'aurait souhaité dans certains pays. Et donc, la lutte contre la pauvreté, le DD et les ODD permettent l'accès aux services de base. C'est des réflexions qui vont permettre de mettre en place des services de base, de réduire les inégalités, d'avoir une meilleure planification qui prend en compte différentes dimensions et sont des aspects qui suscitent quand même l'intérêt. Je vais terminer un peu mon intervention en lien avec les ODD par rapport aux enjeux de l'immigration francophone au Canada. Bien qu'ayant, disons, stimulé et suscité diverses conceptions sur les 5 décennies que j'avais présentées dans mon intervention, le développement durable est un concept dont la fluidité, le caractère polysémique et somme toutes ont été rassembleurs. Des chercheurs de divers domaines s'entendent pour dire que le développement durable est avant tout un projet de société, un outil et un modèle de développement visant à intégrer à l'intégrité du moins écologique, à l'efficacité économique, le développement humain et l'équité. C'est aussi un objectif, comme je le disais tantôt dans mon introduction, un cadre de référence et une démarche basée sur un ensemble de compromis et d'actions collectives dont l'immigration francophone au Canada pourrait s'inspirer. L'immigration, disais-je, au Canada pourrait en effet puiser de ce modèle pour trouver des solutions durables quant aux défis, aux enjeux et problématiques qu'elle rencontre, à savoir obtenir l'équité par rapport aux services directs et indirects, atteindre la cible fédérale en attente après celle de 4,4% atteinte après plusieurs décennies, équilibrer la faible densité des communautés francophones en situation minoritaire et le fait que le territoire qu'elles occupent est grand et en milieu rural ou zone éloignée. Voilà autant de défis que le développement durable et les ODD pourraient permettre, disons, de combler. À ceci s'ajoute la diversité de l'immigration francophone, l'asymétrie entre les communautés francophones en situation minoritaire et l'engagement de leur province ou territoire. L'absence ou la rareté de représentation des immigrants et immigrantes et par conséquent l'incompréhension de leurs besoins. La régionalisation de l'immigration, la menace de la discrimination vis-à-vis des étudiants et étudiantes internationaux et l'assimilation linguistique vers l'anglais. Aussi, les organismes d'appui à l'immigration francophone et précisément les réseaux en immigration francophone et IRCC pourrait-il faire du développement durable un outil et un modèle d'intégrité écologique, d'efficacité économique et de développement humain et d'équité? Je pense que la réponse à cette question, c'est oui. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire en termes de conclusion par rapport à votre question sur les différents facteurs de blocage et comment est-ce que nous pouvons nous approprier ce concept pour promouvoir, pour booster un peu l'immigration francophone au Canada. Merci. Ma question, cette fois-ci, sera adressée à M. Sibi, de savoir quels sont, selon vous, les facteurs de blocage de la prise en compte des objectifs de développement durable, cette fois-là, dans les politiques, les programmes et les différents projets.
Oui, alors donc, je peux reprendre parmi tous les éléments qu'a évoqué Médétonwa, euh, des acteurs insuffisamment informés. Et ça, il a évoqué, les acteurs ne sont pas informés, donc n'étant pas informés, ils ne savent pas. Oui, ils ne savent pas, et donc ça conduit à croire qu'ils ne sont pas motivés pour mettre en œuvre. Donc ça, c'est une question, c'est un élément très important. Mais ce qui arrive aussi, c'est le manque de compétences ciblées pour conduire ce processus et, disons, passer à la phase pratique de mise en œuvre. Et pour faire cela aussi, ce qui manque souvent, c'est les outils. Quels outils me permettent vraiment de réaliser de façon concrète et matérielle le développement durable. Et c'est à ce niveau, d'ailleurs, que c'est à ce niveau que j'aimerais attirer l'attention des participants sur l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui dispose qui met à disposition, en tout cas, des pays membres francophones et donc de la communauté francophone, de l'information de qualité sur tout ce processus, sur le développement durable, sur un ensemble d'actions qui sont conduites de par le monde sur ces questions-là, qui également organise des formations très ciblées et même des webinaires qui sont centrés sur les thèmes du développement durable, sur la façon de le mettre en œuvre et surtout qui a mis au point avec le partenariat, en partenariat avec la chaire en éco au conseil et en partenariat dans certains cas avec ma structure, Global Shift Institute, comme vous l'avez présenté au départ, pour mettre au point des outils, qui a mis au point des outils qui sont très adaptés, qui ont été, par exemple, la grille d'analyse de développement durable conçue par la chaire en éco-conseil à l'issue du sommet 1992 de Rio a été révisitée à l'occasion de la mise en œuvre, la mise en place de l'agenda 2030 des ODD pour l'adapter, pour qu'il intègre aussi les ODD de sorte qu'on dispose d'un outil qui permet, une fois qu'on a fait sa stratégie, qu'on a fait son projet, de vérifier que le projet, d'abord, fait de la durabilité et qu'il tient compte des différents ODD. Donc, cet outil existe sur la plateforme, c'est une plateforme créée par l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, et aussi sur le site de la chaire en éco-conseil de l'Université de Québec à Chicoutimi. Donc ça, c'est un outil qui a été mis au point. Et un important outil qui a été mis au point, et je crois que c'est unique en son genre, c'est la grille de priorisation des cibles des ODD. Et on est parti, je faisais partie des équipes, Guédé aussi faisait partie de l'équipe qui a fait ce travail-là. Nous sommes partis de l'idée qu'on avait 17 ODD et 169 cibles qu'il s'agit de réaliser d'ici 2030. C'est évident que d'ici 2030, réaliser 169 cibles, atteindre 169 cibles, ce n'est pas évident. Donc, il y a un travail de tri à faire pour s'assurer, pour dégager les cibles qui sont prioritaires pour un organisme, pour un pays, pour une entreprise déterminée. Et c'est là que vient la grille de priorisation des cibles des ODD qui a été mise au point avec donc la collaboration des éléments de la chaire et qui est, voilà, qui est disponible aussi sur le site de la francophonie et qui peut permettre donc de prioriser ces cibles et une fois qu'on les a, de les intégrer dans le plan de développement et puis derrière ça, appliquer la GADD pour s'assurer que le plan de développement ou la stratégie, elle tient compte de la durabilité. Et puis bon, il y a toute la démarche que chaque pays est tenu de faire pour faire ce qu'on appelle son examen national volontaire. Et les Nations unies sont fermes là-dessus. Elles demandent à ce que les pays associent tous les acteurs à tous les niveaux, y compris bien entendu la société civile, les jeunes, les femmes, donc qu'ils les associent à tout le processus, le secteur privé, les universitaires. Et ça, c'est une occasion en or dans un pays déterminé pour informer les gens sur les ODD, sur l'agenda 2030 et sur ce que leur pays est en train de faire. Et voilà. Et puis, donc,
ça permet donc de résoudre ce problème d'information et puis d'avancer, de pouvoir intégrer l'action de chacun dans l'ensemble du processus. Merci beaucoup, Monsieur Sibi. Merci pour votre intervention. Et avant que je pose ma dernière question à Madame Sonia, je vais rappeler à nos participants de mettre vos questions dans le clavardage. Si vous avez des questions pour nos panélistes, continuez à les mettre dans nos clavardages et après l'intervention de Madame Sonia, on pourra toujours en revenir et voilà. Alors, Madame Sonia, quelles sont, selon vous, les difficultés rencontrées par l'ACFO dans la mise en œuvre des ODD et quel appel lancez-vous aux organismes partenaires en immigration francophone? Euh, Les questions sont vraiment bonnes aujourd'hui. Je vous dirais que les défis, il y en a plusieurs, mais les défis peuvent être des opportunités aussi. La première que j'ai le goût de partager, c'est pas nécessairement quelque chose qui peut permettre un appel aux partenaires, mais plus une difficulté structurelle. Les organismes communautaires sont souvent mis dans des positions délicates. Les objectifs de développement durable offrent un cadre de redevabilité à l'organisme. Les bailleurs de fonds ont un cadre aussi de redevabilité aux organismes qui sont financés. Et souvent, ces deux-là peuvent créer une position dans laquelle l'organisme se retrouve, qui peuvent causer des difficultés jusqu'à impacter les partenariats puis la collaboration sur le terrain. Fait que ce serait le premier défi que j'identifierais, c'est celui-ci, c'est celui qui est le plus complexe, qui peut faire perdre énormément de ressources et de temps pour un organisme communautaire quand il s'agit de vraiment créer une cohésion entre ces deux entités-là, continuer de respecter son engagement en développement durable, mais puis tout en continuant à respecter son engagement auprès de son bailleur de fonds. Je pense à plusieurs projets de partenaires où chez nous, où on voit l'impact que cette difficulté a. Ça, c'est le premier défi, puis je dirais que c'est pas le moindre, vraiment. Les autres, je les vois plus comme des opportunités. Le premier défi, c'est vraiment l'accessibilité de l'agenda 2030. Je pense que M. Sibi et Medeton One ont fait un travail extraordinaire aujourd'hui pour rendre ça accessible et transmettre un maximum d'informations. Il reste que sur le terrain, ce que l'on voit énormément, c'est qu'un organisme communautaire ne se sent pas nécessairement impliqué ou directement adressé par le cadre des objectifs de développement durable. Fait que pour nous, c'est un défi, mais c'est une opportunité qu'on veut saisir à l'ACFO et qu'on essaye de promouvoir vraiment dans le travail qu'on fait auprès de nos partenaires. C'est de démontrer de quelle manière le cadre a été créé pour être inclusif, donc il répond aussi bien aux nations souveraines que aux populations, à la société civile de manière générale. Ceci étant, les glossaires, comme je le mentionnais tout à l'heure, sont pas toujours accessibles ou la démarche est pas toujours évidente. Mais Medeton One, tu as souligné un point qui était tellement pertinent, celui de la terminologie puis de la flexibilité des objectifs. Ça peut causer un défi sur le terrain dans le cadre de l'opérationnalisation. Puis ensuite, un autre, je dirais, c'est depuis le début de notre rencontre, puis je suis vraiment honorée d'avoir été invitée aujourd'hui pour montrer de quelle manière on l'appliquait, mais j'ai mentionné beaucoup la vulgarisation des objectifs de développement durable. Et moi, j'identifie un danger à cette vulgarisation qu'on réalise peu à peu à l'ACFO, c'est que à trop vulgariser les objectifs de développement durable, ça peut créer une opportunité pour une mauvaise interprétation ou parfois une maladresse dans la démarche qui peut justement causer des défis au niveau de l'application des objectifs de développement durable. L'appel que je lancerais, c'est à tous nos partenaires et à tous les partenaires communautaires à travers le Canada qui sont à cette rencontre, qui pourraient potentiellement s'intéresser ou qui ont de la difficulté à faire le pas. Faites le pas et faites-le en collaboration, de manière inclusive et intégrée. Je pense que l'appel que je ferais, c'est vraiment de démystifier la problématique de la collaboration dans le cadre de l'application des objectifs de développement durable. C'est lourd, ça. Mais dans le fond, ce que j'essaye de dire, c'est que
les objectifs de développement durable ne sont pas une entrave à la collaboration, bien au contraire. Il y a des organismes qui développent leur champ d'action, qui développent leur champ d'expertise, et ça ne veut pas dire qu'un organisme qui contribue à ça peut causer un défi, bien au contraire. Nous, on le voit, on a des groupes qui ont des difficultés parce que ils sont des groupes jeunes, des organismes ethnoculturels surtout qui vivent des défis extraordinaires, parce qu'on parle d'immigration aujourd'hui, qui ont souvent des freins à ce niveau-là et pour qui c'est nécessaire, c'est essentiel la collaboration. Mais parfois, cette collaboration, elle peut les empêcher d'être dans un avancement. C'est souvent la problématique qui nous est ramenée. Nous, la manière dont on le voit, c'est que il faut davantage de collaboration structurée et les objectifs de développement durable offrent la structure nécessaire pour ça. C'est parfait. Ça permet de laisser un place souverain aux organismes jeunes et tout en créant et en amenant des résultats vraiment intéressants au niveau de la communauté et la création d'opportunités pérennes. Fait que je m'arrêterai là. Je pense qu'il y a encore plein d'opportunités et qu'on peut partager, mais il faut être positif autour de cette structure-là, puis il faut démystifier. Merci beaucoup, Madame Sonia. Pour le petit temps qui nous reste là, je voulais lancer aussi une question à nos panélistes, Monsieur Guédé ou Monsieur Sibi, de votre côté. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux organismes partenaires en immigration francophone? Comme moi, En 2 minutes ou en 1 minute, si vous voulez. Je l'ai dit, Madame Moulenga, il y a place pour le développement durable et les objectifs de développement durable au niveau des organismes qui s'occupent de l'immigration francophone. Je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, les communautés francophones en situation minoritaire vivent différentes situations d'inégalité, la lutte contre plein de choses. J'ai évoqué un peu les questions de discrimination, de menaces, de l'assimilation. Le développement durable et les objectifs de développement durable peuvent vraiment contribuer à améliorer pas mal de situations. Et moi, j'invite les organismes qui sont dans le secteur de l'immigration francophone à aller à ce concept-là. Et la FCFA pourrait les accompagner un peu s'ils ne savent pas comment s'y prendre, s'ils ne savent pas, s'ils veulent des clarifications par rapport au concept. Nous sommes là pour le renforcement des capacités et ce webinaire constitue quand même une occasion pour leur faire comprendre c'est quoi ce concept, comment est-ce qu'on pourrait l'atterrir dans les communautés francophones en situation minoritaire et en contexte d'immigration francophone. Nous attendons quand même des demandes de la part de ces partenaires-là pour voir un peu comment est-ce qu'on peut encore aller de l'avant avec ces deux concepts. Merci, M. Guédé. M. Sibi. Oui, moi, juste dire que l'agenda 2030 et les ODD, comme je l'ai dit dans ma conclusion, c'est d'abord un programme universel dans lequel tout un chacun peut et doit s'impliquer. Et puis, j'ai indiqué aussi que les ODD, tels qu'ils sont avec leurs cibles et tous les éléments qu'ils mettent à la disposition, créent un langage de développement qui est commun à tous les acteurs. Cette langue-là, il faut l'apprendre. Il faut la connaître pour qu'on ait les tenants et les aboutissants. J'aime bien d'ailleurs, Mme Bellil a fait une mise au point. Si on a trop vulgarisé, on risque de faire n'importe quoi. Donc, il y a une langue à apprendre et à parler. Quel développement on veut, quelle allure doit avoir ces développements. Par exemple, pour l'énergie, on ne veut pas n'importe quelle énergie. On veut de l'énergie propre. Et c'est clair, c'est clairement indiqué. Donc, c'est ça, ce langage-là, il faut l'apprendre et les organismes sont invités à s'y intéresser et à aller voir les personnes qui peuvent leur donner les informations pour qu'ils s'imprègnent de ce langage et qu'ils agissent dans la bonne direction, qui est la direction que nous demandent les Nations Unies de suivre. Merci beaucoup, Monsieur Sibi. Alors, il est vrai que nous aurions voulu passer plus de temps à discuter, à échanger autour de ces concepts très, très passionnants, mais hélas, le temps nous rattrape. Comme il paraît que les bonnes choses ne durent pas, comme dirait un dicton de chez moi.
Mais voilà, je pense que ce ne serait pas la dernière fois. Alors, je vais donc remercier une fois de plus la FCFA qui nous a donné cette opportunité et cet espace virtuel pour échanger. Et un grand merci à nos panélistes qui nous ont donné des ressources, des outils, qui nous ont informés autour de ces concepts, comme le disaient nos panélistes, avec ces objectifs, il y a la place pour tout le monde. Et il y a de quoi, il y a de quoi à ce que nos communautés francophones puissent tirer chacun leur part et pouvoir les développer à leur niveau. Et merci beaucoup pour cette sensibilisation que vous aviez faite à nous, à nos communautés, pour pouvoir utiliser ces objectifs de développement durable comme outil de développement communautaire. Alors, nous estimons que les bases, si je peux le dire, ont été posées pour nous permettre d'avancer. Et enfin, un grand merci à tous nos participants qui ont ménagé de leur temps, non seulement pour assister à ces webinaires, mais aussi pour participer à ces webinaires. Je vous dis un grand merci. Alors, avant de pouvoir fermer la boucle, comme on dit, ou clôturer, ou nous dire à bientôt, je vais vous inviter, les participants, à pouvoir évaluer cette rencontre parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça favorise justement une amélioration continue de pouvoir nous assurer ce genre de webinaire. Donc, vous verrez là dans le clavardage un lien. Donc, à l'aide de ces liens, je vais vous inviter à pouvoir prendre quelques minutes, 5 minutes pour pouvoir évaluer cette rencontre. Et j'en profite aussi pour remercier, pendant que nous évaluons cette rencontre, nos interprètes qui nous ont accompagnés pendant cette session. Et grand merci aussi à nos collègues de la technique qui nous ont accompagnés pendant cette session. N'oubliez pas, cette session sera disponible, Medicton One, dans le labo, mais aussi dans d'autres canaux que nous allons vous partager incessamment pour aller vous ressourcer et sinon partager aussi la vidéo à ceux à qui ça peut intéresser ou ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Alors, je vais clôturer cette session en vous disant au revoir. Bonne soirée pour ceux qui entament la soirée et bonne journée pour nous qui sommes au milieu de journée et bon déjeuner, bon dîner et à très bientôt. Merci, bye bye. Merci, au revoir, à bientôt. Merci. Merci.